la symbolique et l'imaginaire, oui, mais le problème, c'était pas de dire c'est nous qui représentons les femmes, et ce serait d'abord dangereux, à mon avis, de dire voilà une candidature qui ne représente que les femmes dans ce pays. Mais si la participation, effectivement, est symbolique, ça veut dire mais laissez-moi terminer. La femme n'est pas encore... Non, laissez-moi terminer. Oui. Le problème de la femme, c'est quelle est la personne qui est capable de porter le projet de société égalitaire auquel je crois. Il se peut qu'un homme puisse porter un projet plus égalitaire qu'une femme. Donc ce n'est pas une question de sexe. Quand nous parlons des questions de genre, nous disons que c'est la socialisation qui est le résultat de ce que devient l'individu. En tout cas, pour cette élection-là, j'ai la chance de connaître ces deux candidates parfaitement. L'une est une collègue à l'université qui a fait ses preuves dans le combat sur les droits des femmes, dans le combat sur la démocratie tout court. L'autre, j'ai eu la chance, elle a fait partie, nous avons créé ensemble le réseau pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin, elle était membre fondatrice et elle a été l'objet, elle fait partie des femmes qui ont été l'objet de ma thèse sur l'entrepreneuriat féminin. Pour dire que dans leur domaine, c'est des personnes qui ont excellé et qui ont montré de quoi elles étaient capables. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un travail avec elles et je pense qu'elles feront les analyses et les évaluations comme tous les autres candidats qui ont 0, parce qu'au Sénégal, la candidature indépendante ne prospère pas et ça, nous le savons. C'est la raison pour laquelle, dans mon laboratoire, et en tout cas avec le caucus, les femmes avec lesquelles nous travaillons, nous avons préféré mettre l'accent sur les femmes dans les appareils politiques. Parce qu'il faudra travailler avec ces femmes dans les appareils pour que demain, elles prennent le pouvoir à l'intérieur de leurs appareils et qu'elles puissent représenter leurs appareils dans les prochaines élections. C'est là où ils auront le mécanisme nécessaire et le maillage nécessaire du pays pour prétendre demain pouvoir sortir vainqueur d'une quelconque élection. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes-là qui ont eu cette porte d'entrée, moi je les encourage à persévérer et que demain, après leur évaluation, qu'elles étudient les meilleures modalités pour elles de continuer dans ce chemin parce que nous avons besoin qu'il y ait davantage de femmes qui soient en politique de toutes les catégories. Que des femmes du monde de l'entreprise acceptent de venir dans l'espace politique parce que demain, j'aimerais bien les voir, elles, à l'Assemblée nationale. Des femmes de cette catégorie et de cette trempe, certainement que ça va changer quelque chose et ça va changer le cours de l'histoire. Oui, justement, à l'évaluation du score qu'elles ont obtenu et de leur campagne, la campagne qu'ils ont menée, le discours qu'elles ont tenu, vous dites quoi? Qu'est-ce qui a manqué effectivement à ces femmes? Je me refuserai de faire une évaluation de ces femmes ici sur ce plateau parce que ce n'est pas, je pense que ce n'est pas sérieux de le faire parce que je n'ai pas été à l'intérieur de leur campagne. J'accepterai de faire leur évaluation à condition que je fasse la même chose pour les hommes. C'est-à-dire je ne les dissocie pas des autres. Je dis c'était des candidatures citoyennes, comme il y a eu des candidatures citoyens, il y a eu des candidatures, toutes les candidatures masculines aussi ont essayé de faire la cour à la gente féminine. Donc les gens ont essayé de pêcher les voix là où ils ont pu le faire. Ndiouma Diakhaté a eu une cohérence dans sa démarche parce que je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle œuvre beaucoup dans le social, elle aide le chômeur tout le temps, elle travaille sur la santé maternelle et elle a utilisé ces deux axes pour pouvoir en faire le pilier de son discours. A été à la hauteur? Maintenant, le discours est à la hauteur, c'est aux populations de voir est-ce que le discours les accroche ou pas. Et ce n'est pas seulement une question de discours pour pouvoir gagner des élections ici, c'est un appareil, c'est un maillage, c'est un travail de longue haleine et les résultats montrent que ce sont les partis qui ont eu le temps de s'installer dans la durée ou bien ce sont les candidats qui ont eu le temps d'anticiper par rapport à la date des élections pour s'y prendre très tôt en avance, pour avoir sillonné le pays, pour aller à la rencontre des personnes. Nous savons que c'est du clientélisme politique. Notre modèle politique repose sur le clientélisme. C'est donc ce n'est pas simplement parce que vous avez des gens qui viennent vous rencontrer en masse, parce que si c'était cela, ils seraient tous élus. Mais il y a un travail préalable et ceux qui l'ont fait ont récolté le fruit de leur travail. Et je pense que toutes les candidatures indépendantes tireront aussi les leçons de cela. Et je pense que c'est quand même intéressant aussi. Peut-être que demain, on est en train de tracer la voie pour qu'au Sénégal, nous puissions aller vers des partis politiques qui reposent sur des visions, sur une philosophie, sur des programmes et non pas simplement sur des individus. Et que désormais, cette recherche de particularités individuelles, en montrant que cela ne prospère pas, cela ne donnera pas de résultats, plus tard, les gens se regrouperont autour de quelques grands partis qui renvoient à un projet de société et que les gens se battront à l'intérieur de ces partis pour
estimer avoir la place qui leur revient. Mais jusqu'ici, le modèle politique repose sur l'individu. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle chacun a pensé pouvoir avoir sa chance. Mais le Sénégal va vers une rupture profonde qui est en train de s'amorcer. Et je pense que les hommes comme les femmes de ce pays trouveront, en tout cas, on va vers un autre Sénégal. D'accord. Il reste en tout cas pour le moment 2 candidats qui sont en campagne actuellement, d'ailleurs pour le second tour de l'élection présidentielle. Lors de la première manche, les appels se sont multipliés. Parmi ces appels, ceux des femmes, le caucus, je crois, c'est ça. Il y a une structure en tout cas qui a regroupé les femmes pour appeler à la paix. Au résultat, on a eu un second tour apaisé. Justement, avant de nous projeter sur l'avenir, comment vous avez apprécié cette attitude du peuple sénégalais lors du premier tour? Avec beaucoup de fierté. Mais c'était la plateforme de veille pour des élections apaisées qui regroupait des organisations féminines du Sénégal qui avaient déjà lancé un appel à la suite du décès de Mamadou Diop le 31 janvier. Le 5 février, on est allé au CICES avec la FAO, avec le GIF et le COCUS. Et ce groupe-là a été renforcé par la suite par le mouvement des femmes internationales sous l'égide de Femmes Africa Solidarité avec Mme Binta Diop. Et des femmes d'une dizaine de pays de la sous-région sont venus nous soutenir et voilà, nous avons lancé notre appel au calme, à des élections apaisées. Je pense qu'on a été entendu, en tout cas ça y a participé, j'espère. Et nous allons continuer aussi pour les prochaines élections. Maintenant, ce résultat-là, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement pour beaucoup de Sénégalais, mais beaucoup de fierté. Mais l'analyse qu'on en fait, c'est qu'il y a une maturité de la population sénégalaise qui est liée à une longue évolution. Et il faut remonter, je pense, aux années d'ajustement structurel qui ont produit tout ce mouvement de conscientisation de la jeunesse à travers les groupes de DJ Awadi qui ont donné finalement les rappeurs de notre situation actuelle. Et d'ailleurs, on ne rend pas suffisamment hommage. Je pense que cette transformation sociale, c'est les 2 couches marginalisées de la population qui en sont les actrices, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Les femmes ont fait leur révolution silencieuse jusqu'à l'avènement de cette loi sur la parité et les jeunes ont réussi à cette conscientisation grâce à leur musique, grâce à leurs propos et à leurs paroles, à ancrer dans la conscience citoyenne, dans l'esprit des Sénégalais, si on sait que 55% de cette société a moins de 19 ans. 70% à moins de 30 ans. Donc l'éducation par les pères, comme on le dit dans les formations, a joué. Ils ont su parler avec les gens de leur génération qui constituent la majorité et au-delà de leur génération. Et c'est ça qu'on n'a pas perçu la rupture. C'est là où je dis que ce cri de guerre de Y'en a marre, il y a un homme politique qui l'avait bien perçu. Je l'ai entendu une fois, je l'ai écouté ou suivi sur une émission, c'était Mbaye Jacques Diop, qui disait attention, le Y'en a marre risque de coûter au régime libéral ce que le SOPI avait coûté au régime socialiste. Le SOPI, c'était la recherche d'un changement par rapport à une politique, à une gouvernance. Aujourd'hui, avec le Y'en a marre, ce n'est plus le changement. C'est la rupture qui est réclamée, la rupture d'avec un système. Ce n'est plus un changement de politique ou un changement de gouvernement, c'est la rupture d'avec un système. Et c'est ce que les jeunes ont réussi à ancrer dans la conscience des citoyens qui comprennent aujourd'hui que la carte électorale veut dire quelque chose. Et il y a tous, les acteurs politiques ne l'ont pas tous compris, j'ai l'impression. Parce que la recherche de grands électeurs, et c'est vrai, on a vu du clientélisme politique, mais on oublie qu'entre-temps, le Sénégal a évolué. Quel que soit le rôle du religieux qui est extrêmement important, 2000 avait déjà sonné l'alerte sur les indications à faire. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est passée, l'absence de travail est passée, les jeunes sont de plus en plus éduqués, sont de plus en plus qualifiés dans ce pays. Ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé peut-être dans le Maghreb, il y a une petite similitude. Ceux-là ne croient qu'à une chose, c'est par rapport à leur avenir qu'ils vont voter pour tel ou tel autre individu. Et ça, je pense que les hommes politiques, c'est normal aussi, beaucoup sont d'un certain âge, continuent à fonctionner selon l'ancien paradigme du Sénégal, comme je dis, en pensant que oui, tel grand électeur pourra influencer. C'est vrai qu'ils pourront influencer, mais pas fondamentalement. D'accord. Oui. On va y revenir, mais pour rester dans l'élément d'explication dont je faisais allusion tout à l'heure par rapport à l'élection apaisée qu'on a eue au premier tour, est-ce que vous croyez à un remake
C'est-à-dire, quelle soit la situation, cette majorité silencieuse, entre guillemets, va encore s'exprimer. Cette majorité qui croit à la carte d'électeur. Tout l'indique. En sociologie, nous travaillons sur les faits. Et les faits sont là et montrent qu'il n'y a pas de raison que la dynamique qui s'était instaurée au premier tour ne se poursuive pas dans le second tour. Les Sénégalais continueront, nous l'espérons, en tout cas à s'exprimer. C'est pour le devenir de notre pays. C'est-à-dire, la voie qu'on est en train de nous tracer, c'est pour aller vers désormais une démocratie majeure. Et c'est ça que nous allons demander d'ailleurs. Pourquoi les Sénégalais vont le faire? Et c'est ce que les leaders politiques doivent comprendre. Aujourd'hui, cette rupture que les Sénégalais expriment à travers leur vote et leur position, c'est pour nous dire que nous voulons qu'on revienne vers un État où il nous faudra refonder tout simplement notre État en nous replongeant dans les racines fondatrices par rapport à notre projet de société, de justice, d'égalité, de principe de non-corruption. Donc c'est toutes ces valeurs fondatrices que les gens reprennent pour qu'on aille vers des institutions équilibrées qui jouent leur rôle et que la relation entre le pouvoir et le citoyen se fasse dans les normes républicaines, démocratiques et inclusives. Et si les acteurs politiques ne comprennent pas cela, ils passeront à côté. Parce que la transformation sociale qu'on a vue successivement est arrivée à un point de non-retour, à mon avis, même si les reculs dans l'histoire ne sont jamais à écarter. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la jeunesse, parce que cette jeunesse, elle est dominante, mais elle influence aussi les autres acteurs, les collatéraux, que ce soit les plus âgés et autres. Mais il y a une seule demande aujourd'hui, c'est d'aller vers un autre type d'État, un autre type de mécanisme pour plus de justice, d'équité et de transparence, parce que les gens ont l'impression que ce qui s'est passé, quand ils n'ont pas de travail, quand ils n'arrivent pas à progresser dans la hiérarchie, quand dans la fonction publique, ils n'arrivent pas à être reclassés, ils ont l'impression que c'est parce que c'est la politique politicienne qui a pris le dessus et qui est en train de remettre en question des fondamentaux qui avaient permis au Sénégal de survivre d'une certaine manière des indépendances à nos jours. Donc cette demande-là doit être comprise. Et aujourd'hui, ces jeunes, que ce soit les jeunes ou les femmes, je dis c'est les deux mamelles de la révolution, de la rupture qui est en train de se passer, c'était les laissés pour compte de ce système d'une certaine manière, même si ça va vous paraître paradoxal. À la fois, tout a été fait pour que les femmes aient la parité. Vous allez me dire que c'est des avancées majeures. Et en même temps, je continue à vous dire que les femmes sont les laissées pour compte dans le système et l'état dans lequel nous vivons. Parce que simplement, le modèle de fonctionnement n'est pas reposé sur le principe de la démocratie inclusive et la transparence des règles du jeu. Il n'y a jamais eu autant de crédits affectés aux femmes entre 2000 et maintenant. Mais malheureusement et curieusement, si on fait l'évaluation, on ne sent pas en quoi ça a transformé de manière visible les conditions de vie des femmes, parce que ça n'a pas, cette redistribution du crédit a plus obéi à des mécanismes clientélistes politiques plutôt qu'à des principes de base d'une république démocratique ou transparente où le citoyen est reconnu en tant que tel. C'est-à-dire les militantes d'abord? Les militantes d'abord et les autres. Or les autres, c'est la majorité. Les militantes sont une minorité. Tout le monde sait que les partis politiques ne sont qu'une minorité de cette société. Donc en mettant l'accent sur la minorité que sont les militantes et non pas sur la masse des populations féminines, on est arrivé au résultat, c'est-à-dire l'aigreur, la rancœur et ces personnes qui n'arrivent pas à faire vivre leur famille, qui sont confrontées à des taux de microcrédit excessivement élevés, où l'État, sa responsabilité, c'était de faire en sorte qu'il y ait un accès au crédit à de meilleurs taux. Mais nous avons des femmes qui croupissent en prison à cause de ces microcrédits, qui a supplanté nos tontines traditionnelles de manière mécanique, mais en leur ôtant toutes les valeurs et les garanties qu'ils avaient, mais pour nous jeter vers un modèle libéral et capitaliste de manière absolue et qui donne les conséquences que nous sommes en train de voir. Mais est-ce que vous croyez à une rupture à ce niveau? Parce qu'on est en politique aussi. Les hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, ont ce réflexe-là de penser d'abord à leurs militantes. Vous savez, je pense que le Sénégal de demain, je ne sais pas qui sera le vainqueur, mais quel que soit le vainqueur, aux prochaines législatives, à condition, sauf si les partis politiques arrivent à se regrouper, on risque d'arriver à un Parlement où il y aura multipolaire. Et dans ce Parlement multipolaire, les femmes vont
je l'espère, être la seule entité qui va avoir sa cohérence et qui va transcender l'ensemble de ces multipolarités pour pouvoir donner la voie à suivre à la prochaine Assemblée nationale. Nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. Oui. Comment faire pour que la prochaine Assemblée, qui sera, qu'on le veuille ou non, quasi-paritaire, parce qu'elle ne sera pas totalement paritaire, c'est une parité de départ mais pas d'arrivée, il suffit que quelques partis n'aient qu'un seul candidat, un seul député sur des listes, et que ce soit des hommes ou peut-être des femmes, que le déséquilibre existe, mais on aura des masses critiques extrêmement importantes. Et la question, les femmes seront fédérées autour des questions qui leur sont des questions propres de leur identité de femme. Et il y a de fortes chances qu'elles soient les principales actrices qui permettront à cette Assemblée nationale de demain d'être l'Assemblée que nous souhaitons. Mais évidemment, il faut travailler à cela, parce que si chaque acteur politique, ou chaque parti politique aujourd'hui arrive à l'Assemblée nationale avec un groupe plus ou moins important, vous imaginez déjà le combat qui va exister entre eux en termes de préséance, et peut-être ce sera la chance des femmes pour elles fédérer. D'accord, on va refermer cette parenthèse femme pour nous projeter sur l'avenir, la perspective du second tour de l'élection présidentielle. Un regard justement sur les candidats en compétition, l'un soutenu par pratiquement tous les candidats malheureux, l'autre qui compte sur des leaders d'opinion, des leaders religieux. Ça revient à la question que vous aviez commencé à aborder tout à l'heure. Dans les deux cas, il y a des consignes qui sont espérées. Est-ce que vous pensez que ces consignes-là auront un impact sur le choix de l'électeur? Les consignes peuvent aider. Mais je crois que fondamentalement, chaque citoyen aujourd'hui est capable, face à sa seule conscience, de décider de ce qu'il devra faire de sa carte de demain. Et je dis que cette majorité de jeunes et de femmes qui n'ont été laissés pour compte de tous ces politiques qui se sont passés jusqu'ici, ces personnes-là, fondamentalement, je pense, vont penser à leur intérêt. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Et ce ne sera plus le candidat X ou Y qui va être le problème, à mon avis, parce qu'avant c'était ça, c'était le vote affectif, c'est vrai, cela existe. On est d'abord pour l'un ou pour l'autre. Il y a aussi le vote lié aux conditions sociales qui feront que certaines personnes, on peut acheter l'achat de conscience, existera encore toujours, mais l'immense majorité, je crois que ce sont des Sénégalais conscients de leurs responsabilités, mais aussi qui savent que leur devenir est entre leurs mains et leur destin est entre leurs mains. Et cette révolution qui s'est passée avec le groupe Y en a marre, qui a permis de catalyser, mais avant de passer sur Y en a marre, cette conscience citoyenne, il faut aussi revenir au M23. Quand je parle de M23, moi je parle de Alioune Tine. Si cet homme ne s'était pas levé au mois de juin pour dire ne touche pas à ma constitution, probablement on n'en serait pas là à faire de deuxième tour. Donc il a fallu qu'il y ait un mouvement social qui a pris du temps à émerger, mais qui a rencontré un leadership. Et c'est cette interaction-là qui nous a permis d'arriver à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais entre-temps, d'autres organisations de la société civile, depuis des années, ont passé leur temps, comme le Forum civil, à faire un travail de conscientisation, de conscience citoyenne, de l'approche participative du budget, etc. Et donc, il y a une maturité, une maturation dans la tête des Sénégalais qui est en train de se faire et qui a échappé, à mon avis, quelque part aux leaders politiques. Et plus jamais, le Sénégal ne pourra plus être comme avant. Ce n'est pas un simple slogan. Que ce soit Macky Sall, que ce soit le président Abdoulaye Wade, quel que soit le vainqueur, il ne peut plus faire ce qu'il voudra de ce pays comme ils l'ont fait jusqu'ici. Peut-être que les gens ont mis du temps à le comprendre. Il a fallu ce mouvement social pour le révéler. Les gens ont conscience de ce qu'ils peuvent faire et les rapports de force sont en train de changer face à cette jeunesse qui continue la majorité et qui n'acceptera plus qu'en tout cas on hypothèque son avenir. Et c'est sur cela, même si les états-majors se mettent là à concocter entre eux des postes et des places, le peuple ne laissera pas ce sursis à ce prochain président de la République de faire, comme on dit, des conciliabules des combinaisons, comme le disent les Italiens, parce que tellement soutenu, etc. Ils oublient que quels que soient les mots d'ordre qui vont être lancés, quel que soit le suivi, que ce soit du côté des acteurs politiques, que ce soit du côté des religieux, c'est l'immense majorité des Sénégalais qui se dit qu'aujourd'hui, je dois faire face à mon destin et il n'est plus question que je le fasse, que je le laisse entre les mains des autres. Et ce qu'on attend du prochain président de la République, ce n'est pas des promesses, ce n'est pas de nous dire voilà, je vous ferai telle chose. C'est d'abord la refondation de nos institutions.
Parce que nos institutions, il y a un professeur de Gaston Berger, Mamadou Camara, qui me dit tout le temps, mais il faut qu'on considère ces institutions comme nos propres enfants. Il faut qu'on ait un amour de la République, de la démocratie. Comme nous veillons sur nos enfants, nous devons veiller sur nos institutions. C'est de revenir sur des institutions qui permettent que les jeux démocratiques se fassent de manière démocratique, mais aussi inclusive, c'est-à-dire pour tous les citoyens et pour toutes les citoyennes. Et je réitère aussi la demande que j'ai faite tout à l'heure, de mettre en garde toute velléité de quelques présidents qui viendra ici dans ce pays, de dire qu'il va revenir sur la loi sur la parité. Ah, vous y tenez. Absolument. Donc il faut parce que les assises n'étaient pas sur la question du genre. Le rapport des assises nationales avait une faiblesse majeure en ce qui concerne les questions de genre. Et c'est les acteurs de la population des assises, comme ils disent, qui sont en train de concocter une nouvelle constitution. En tout cas, cette nouvelle constitution, parce que demain aller à une nouvelle constitution, c'est aussi cela. Une nouvelle constitution peut très bien dire que je ne suis pas pour la parité. Mais je dis que c'est le moment pour toute la gente féminine de faire attention à cela, pour le dire que demain, vous ne pouvez pas revenir sur cette question-là. En insistant dessus, vous craignez, vous avez des craintes. Je n'ai aucune raison de craindre. Parce que comme je vous dis, que ce soit Moussa Fagnas, que ce soit Ousmane Tanor Dieng, ils avaient donné leur soutien et avaient même appuyé. Macky Sall, nous non plus. Parce qu'en 2005, nous avons fait une conférence au sommet avec le PNUD. Et à l'époque, Macky Sall était Premier ministre. Il était venu avec quelques membres de son gouvernement. Et c'est là-bas où il avait pris l'engagement d'envoyer les femmes dans l'armée et de faire en sorte que la prise en charge par le mari se fasse par la femme salariée. Donc, lui déjà, avant même qu'on ne mette en place la loi sur la parité, était dans cette dynamique-là. Donc, quand je me limite à ces grands ténors, je n'ai pas d'inquiétude sur cela. Mais si les prochaines négociations, c'est ça le problème, si jamais, parce qu'on est entre deux, si on est avec le président Abdoulaye Wade, il n'y a pas d'inquiétude. Si on est avec Macky Sall, a priori, nous n'avons pas d'inquiétude. Mais Macky Sall n'est pas seul, il est dans un magma, un conglomérat d'acteurs qui tournent autour de lui, et il se peut que ce soit un problème de rapport de force. C'est la raison pour laquelle il va falloir attirer l'attention, mais en tant que lui tout seul, nous n'avons aucune crainte, parce que comme je vous le dis, l'histoire qu'on a eue avec lui sur le processus de formation sur les questions de genre. Vous voulez dire que ses alliés peuvent le pousser à... C'est de le mettre en garde. Nous le mettons en garde simplement, que ses alliés, en tout cas dans les négociations et ce qu'il va concocter avec eux, qu'il n'a aucun intérêt à revenir sur cette question-là. D'accord. Pour le moment, on privilégie les stratégies au détriment des propositions concrètes. Est-ce que vous sentez ici une volonté de part et d'autre à véritablement s'attaquer au problème, au véritable problème des Sénégalais? Nous espérons que le deuxième tour devrait être désormais, puisque le premier c'était l'élimination des candidats, quel que soit le mode. Le deuxième tour devrait nous donner à un moment quand même de débat sur ce qu'il nous propose. Mais une fois de plus, j'ai dit tout à l'heure que l'aspiration des Sénégalais, ce n'est pas de nous faire des promesses mirobolantes, c'est pas cela. C'est d'abord de nous faire des institutions solides sur lesquelles tout le monde s'accorde et on saura que c'est ça le chemin à suivre et qui sera là sur une longue durée. Et deuxièmement, tout ce travail aujourd'hui, on parle de gestion axée sur les résultats d'approche participative, c'est de manière réaliste dire avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'objectivement nous pouvons avoir. Faire des promesses, c'est dangereux. C'est ça en fait qui a affaibli un peu le Sénégal. Parce que quand vous voyez tous ces soulèvements au moment des grèves qui se font dans chaque secteur, c'est parce qu'on a voulu augmenter les salaires à droite, à gauche, etc., sans revenir sur la mise à plat du mécanisme de la fonction publique tel que ça existait par le passé, pour voir pour chaque catégorie qu'est-ce que chacun peut avoir par rapport au peu de ressources dont nous disposons. Mais si nous continuons à avoir cette logique de promesse, parce qu'à chaque fois vous allez dans un groupe, ils vous demandent et vous dites oui, nous allons le faire, les Sénégalais sont totalement mûrs. La demande des Sénégalais, c'est des institutions stables, justes et transparentes. Et le reste, ce sera des négociations, des programmes qui seront fondés sur le possible. Les Sénégalais sont très, très sages, à mon avis. Quand ils savent qu'il y a un état de pauvreté, un manque de ressources, à condition que ce soit discuté et accepté, les gens peuvent accepter, tout le monde, de se cendre la ceinture. Ce qu'on n'accepte pas, ce sont les inégalités criardes, qu'il y ait des catégories qui bouffent l'ensemble, je dis, excusez-moi le terme, l'ensemble, parce que toutes les ressources qu'on donne à droite et à gauche, mais c'est les impôts collectifs. Au nom de quoi? Les impôts collectifs de l'ensemble des Sénégalais ou les dettes que les Sénégalais doivent payer demain.
devrait-elle bénéficier à quelques catégories, à quelques minorités sociales au détriment des autres? C'est ça le problème des Sénégalais. Mais sinon, la gouvernance n'est pas aussi compliquée que ça. On va réfléchir peut-être sur un point, c'est peut-être la posture aussi de la société civile par rapport toujours à cette rupture autant pour moi souhaitée. Demain, quelle doit être l'attitude justement de cette société? Parce qu'actuellement, quand même, il faut le dire, on ne sait pas. En vérité, on dit que la société civile ou son combat est en vérité biaisé parce qu'il y a un rapport de force qui est là entre politique et pratiquement tout le monde a choisi son camp. Oui, la société s'est complexifiée. La société civile, nous avons une position très claire là-dessus, parce que nous avons mené une étude avec Owen Ritz en 2003 sur cette situation-là, qui a abouti à un document qui se trouve, je crois, sur l'Internet. L'histoire de la société civile au Sénégal est liée aux politiques. Liée aux politiques parce qu'au moment pendant la clandestinité, il y a eu quelques partis qui étaient dans la clandestinité, qui n'avaient pas accès à des ressources, et c'est eux qui ont lancé ces ONG. C'est pourquoi je fais la différence entre les ONG et les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les organisations qui s'occupent de développement, et la véritable société civile qui, elle, travaille sur les consciences. Et les années 90, où a émergé des organisations de droits de l'homme en général, c'est-à-dire la société civile dans son essence a pour rôle de faire de la pression sur les politiques pour pouvoir porter les préoccupations des populations à la base. Il y a une distinction entre les deux parce que la société politique et la société civile ont des rôles différents. C'est vrai qu'on assiste à des moments où il y a des interactions et c'est possible, c'est normal et c'est possible qu'il puisse y avoir des interactions, mais de toute façon, il me semble qu'il faudrait à l'avenir qu'on revienne sur les principes, que la société civile demeure une société civile avec son rôle de pression et d'interpellation des politiques publiques quelles qu'elles soient. Et ce rôle de la société civile, ce sont les rappeurs qui l'ont incarné, en tout cas ces dernières années. Et je me souviens, Didier Awadi, quand on s'est rencontré au Forum social mondial à Bamako, je lui disais, mais Didier, pourquoi vous ne continuez pas à appuyer le régime en place, puisque vous avez aidé à le porter? Et il m'a répondu une chose tout à fait juste. Notre rôle n'est pas d'appuyer un quelconque régime que ce soit. Notre rôle est d'être là, la sentinelle, pour à chaque fois que cela ne va pas, qu'on le dise. Alors c'est ce rôle d'interpellation qui est salutaire à mon avis pour nos populations et pour nos sociétés et même pour nos politiques, parce qu'il faut qu'il y ait des garde-fous à chaque fois qu'ils doivent déraper, qu'ils puissent les écouter et les entendre. Mais quand ils seront sourds et aveugles à la société civile, ils vont arriver en tout cas à se cogner contre le mur. Maintenant, notre position en tant que chercheurs travaillant sur ces questions de politique et de pouvoir, c'est de dire qu'il faut que les gens investissent, s'ils veulent devenir des politiques, ils doivent investir le champ politique et faire la politique. Et que la société civile reste dans son espace de société civile. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. Un individu n'est pas une société civile. C'est des organisations qui sont des sociétés civiles. Qu'un individu maintenant quitte la société civile pour se retrouver dans la société politique, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Mais les organisations en tant que telles, ce sont ces organisations-là qui doivent rester dans le rôle de neutralité, mais ça ne veut pas dire, la neutralité ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un point de vue, comme vous le dites. C'est parce que la société civile est profondément politique. Mais elle n'est pas partisane. La société civile se bat pour un projet de société, mais est là pour être le garant des plus faibles et des populations. Donc dire que la société civile ne doit pas parler de politique, ce n'est pas cela. C'est que la société civile n'est pas acteur au même titre que les partis politiques. Mais elle est là pour jouer ce rôle de veille et d'interpellation de ces acteurs politiques et de ces partis politiques pour qu'ils n'arrivent pas à faire un hold-up de ce qui est le bien commun. C'est en fait ça leur responsabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui on est allé, il y a des va-et-vient entre les autres, mais c'est normal. Si vous allez dans les sociétés latino-américaines, parce que c'est des théories, si vous allez dans les sociétés latino-américaines, tous les partis d'opposition font partie de la société civile. C'est ce qui se passe en Amérique latine. Mais ici, nous pensons que dans l'espace sénégalais, il est beaucoup plus important, intéressant pour nous, que la société civile joue son rôle de veille, d'alerte, etc. Et que la société politique fasse son travail et que c'est important que chacun... Un rôle de veille qui doit impliquer nécessairement une neutralité. Qu'est-ce
que vous appelez la neutralité? La neutralité n'est pas par rapport à un homme, c'est par rapport à un projet de société. C'est en fait cela. C'est-à-dire jusqu'ici, nous pensons à une politique clientèle. Vous êtes pour Abdoulaye, le président Abdoulaye Wade, vous êtes pour Macky Sall. La société civile, son problème n'est ni Macky Sall, ni Abdoulaye Wade, ni quelque candidat que ce soit. Son problème, ça va être le projet vers lequel on veut amener le Sénégal. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ce projet-là est en accord et la société civile soutient, et il y a des moments où le projet est en désaccord et la société civile est contre. Et pour vous donner un exemple, c'est le caucus et le M23. Quand le caucus des femmes leaders a estimé que le projet de loi sur la parité était de l'intérêt des femmes sénégalaises et de la population d'une manière générale, des groupes de femmes se sont mobilisés pour porter ce projet-là à maturité. De la même manière, quand un groupe a senti que le tripatouillage de la Constitution était contre les intérêts des Sénégalais, ils se sont levés pour dire qu'il faut arrêter cela. Donc, si vous voyez, mais quand le caucus s'est levé, parce que c'était dans l'orientation des ambitions du chef de l'État, personne ne les a contestés, sauf bien sûr les partis d'opposition. Et aujourd'hui, quand Alioune Tine s'est levé pour dire non à ma constitution, évidemment, les partis de l'opposition sont d'accord et c'est le parti au pouvoir qui le conteste. Donc voilà un peu pour voir la difficulté aussi du rôle de la société civile. Parfois, quand elle veut porter des projets pour l'avenir du pays, il y aura forcément des champs qui ne se retrouveront pas dans cette vision et qui se leveront pour dire qu'ils sont pour ou contre et qui le taxeront de politiciens ou de non-politiciennes. Donc voilà la réalité. Mais je pense que ces acteurs de la société civile retourneront dans leur espace qui est le leur. Parce que leur objectif n'est pas de conquérir le pouvoir, c'est aux partis politiques de conquérir le pouvoir. Merci beaucoup, Madame Fatou Sarr Sow. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur, présidente du caucus des femmes leaders. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission Point de vue. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un autre numéro.